7h40 sur RMC et RMC Découverte. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche des Yvelines. Et si Emmanuel Macron était éliminé dès le premier tour des élections présidentielles, vous avez quand même fait 10% hier. Vous 10%. savez, les scénarios fiction, en fait, on nous les a fait commenter pendant des semaines en nous disant que le RN devait gagner 1, 2, 3 ou 4 régions. Donc les scénarios fiction, ça n'existe pas. Et le commentaire politique, en fait, c'est pas à nous de le faire parce qu'on n'est pas là pour commenter. On est là surtout pour faire en sorte que les Français aient envie un moment, de revoter. Est-ce que vous vous êtes posé la question hier? Est-ce que hier vous vous êtes dit, mais attendez, il faut peut-être quand même être réaliste. 5e, on est arrivé 5e. Il faut surtout être réaliste quand on voit qu'il y a 70% des Français qui ne sont pas déplacés. Et ça, j'assume, c'est un échec collectif. Et quand on est dans la majorité, ça veut dire qu'il faut assumer que c'est d'abord notre échec. Et ça, j'en suis complètement consciente et je pense qu'il faut qu'on l'ait en tête. En 2016, Emmanuel Macron fonde En Marche en se disant on a besoin de réconcilier les Français avec la vie politique parce qu'on est sur un point de rupture, un risque de bascule important. Et de fait, on voit que la situation aujourd'hui, elle ne va pas suffisamment bien. Elle ne va pas bien quand on a quasiment aucun jeune, aucun moins de 35 ans qui s'est déplacé. Moi, j'ai fait la tournée de mes bureaux de vote. Je n'ai pas croisé quasiment une personne de moins de 40 ans venir aux urnes. Et c'est encore plus grave quand on prend les 18-24. Donc ça, c'est un enjeu démocratique. On peut parler 1000 fois des modalités du scrutin, des procurations, etc. Enfin, c'est pas ça. C'est ni le soleil, ni la fête des pères, ni les modalités de scrutin qui n'ont pas fait que les Français sont juste que vous leur avez pas donné envie, quoi. Ça veut dire que, collectivement, on n'a pas donné suffisamment envie. Je me souviens des mots de Marlène Schiappa qui disait envie, ce mot d'envie complètement galvaudé. Mais on a essayé. Enfin, on va quand même pas nous reprocher. C'est-à-dire certains théorisent même l'idée que vraiment la essayé. République En Marche ne se présente pas. Il fallait même pas essayer d'y aller. Vraiment essayé. Il y avait des ministres un peu en catimini, un peu à l'arrache. En catimini, on n'a pas arrêté de commenter le fait que les ministres étaient candidats. Donc, soit ils n'étaient pas candidats, c'était des planqués. Soit ils étaient candidats et il fallait pas qu'ils y aillent parce que ça nationalisait le scrutin. Donc quand des ministres de toute façon se lancent dans la bataille, en fait, pile ils perdent, face ils perdent également. Donc ça marche pas. Donc je pense qu'à un moment il y avait un choix qui était de dire on a des personnalités qui sont implantées, qui sont légitimes au regard de leur parcours professionnel, de leur parcours politique. Ils sont pas planqués, ils vont y aller. Ils vont aller dans une bataille qu'on sait difficile. On sait qu'elle favorisait les sortants, mais on y allait. Alors ils n'étaient pas planqués et ils étaient présents. Il y avait en effet une quinzaine de membres du gouvernement qui étaient candidats, mais les têtes de liste, en tout cas les 4 qui ont été désignés têtes de liste, c'est-à-dire Marc Fesneau, Geneviève Darrieussecq, Brigitte Klinkert et Laurent Pietraszewski, pardon, mais c'était pas les poids lourds. Les poids lourds, ils étaient cachés au milieu de la liste. Non, mais attendez, les poids lourds, Geneviève Darrieussecq, elle est devant la droite d'ailleurs en Nouvelle-Aquitaine et elle est particulièrement implantée et connue dans son territoire. Marc Fesneau, non mais c'est pas leur faire insulte que de dire qu'en effet Brigitte Klinkert, c'est pas une des figures du gouvernement. Non mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'on n'envoie que le Premier ministre ou Bruno Le Maire, Gérald Darmanin être candidat. Non, on a aussi des ministres qui, par leur parcours politique, parce que ceux que vous avez cités, ce sont des parcours politiques, sont légitimes. Et je crois que ça, c'était normal aussi qu'ils puissent s'engager dans la bataille. Encore une fois, ils ne se sont pas planqués, ils y sont allés. On ne peut pas reprocher à des hommes ou à des femmes politiques de vouloir faire de la politique, de vouloir s'engager, de vouloir faire en sorte que les électeurs, à nouveau, en effet, aient envie d'aller voter. Est-ce que ça a fonctionné? Non, de manière évidente, puisque 70% des Français ont préféré rester chez eux ou en tout cas ne pas aller voter. Et d'ailleurs, même les sortants qui réalisent mécaniquement de très bons scores, eh bien, ils font quand même moins bien que la dernière fois en nombre de voix. Aurore Berger, parce qu'il y a un recul net partout. Quand on imagine un instant Emmanuel Macron qui sera dans l'isoloir dimanche prochain avec son enveloppe et son bulletin et qui va mettre le bulletin de Xavier Bertrand dans son enveloppe et qui va le mettre ensuite dans l'urne, forcément c'est cocasse. En fait, non. C'est-à-dire que quand il y a le choix entre Xavier Bertrand et le Rassemblement national, il y a un choix de clarté qui s'impose. Et évidemment, on voit Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France dans cette configuration. Mais est-ce que pour autant, ça voulait dire qu'il fallait même pas qu'on présente de candidats? Non, il fallait qu'on présente des candidats. Il fallait qu'on montre que oui, on acceptait de se dire qu'un ancrage local, ça prenait plus que 4 ans à construire. Parce que La République En Marche est née en 2016. Et qu'on ne peut pas vouloir faire de la politique en allant uniquement en campagne quand on sait qu'on peut gagner. Ou alors, en effet, on ne se présente pas aux élections locales qui mécaniquement favorisent des partis. Une question sur la responsabilité aussi et l'efficacité. C'est-à-dire que vous êtes quand même aussi garant, normalement, de l'efficacité, de l'organisation du scrutin. Quand on voit qu'un certain nombre de propositions des différents candidats ne sont tout simplement pas arrivées dans les foyers des Français. On avait Baptiste tout à l'heure qui nous appelait, qui nous disait « Jusqu'à présent, j'ai toujours pris le temps de lire les professions de foi. Elles ne sont pas arrivées. Je n'ai pas été voté. » L'efficacité, c'était normalement l'un des mots et l'une des promesses d'Emmanuel Macron. Même celle-là, elle n'est pas tenue. Alors, il y a eu, et le ministre de l'Intérieur s'en est expliqué, il y a eu clairement un défaut de la part de l'entreprise qui était la prestataire, qui devait faire en sorte que les professions de foi soient acheminées au foyer de chaque Français. C'est la raison pour laquelle il a mandaté les préfets pour que cette fois-ci, il n'y ait aucun couac. Après,
Quand à Marseille, les bureaux de vote n'ouvrent pas, ce n'est pas la responsabilité de l'État. Et les maires vous le disent. Organiser concrètement la tenue des bureaux de vote, c'est la responsabilité des maires. Comment est-il possible que dans une ville comme Marseille, des bureaux de vote n'aient pas pu ouvrir à l'heure et parfois avec 30, 45 minutes de retard parce que tout simplement la mairie n'était pas prête dans l'organisation du scrutin. Donc il y a des responsabilités qu'il va falloir identifier, essayer de comprendre. Mais ce serait trop simple de penser que 70% des Français ne sont pas venus voter parce qu'ils n'ont pas reçu les professions de foi chez eux. Une question, vous avez peut-être vu hier Jean-Luc Mélenchon qui tweet « Nous déposerons une proposition de loi pour un seuil minimum de participation pour qu'une élection soit valide et pour la reconnaissance du vote blanc. » Un seuil minimum, c'est-à-dire l'idée quand même que là, ils vont être élus avec si peu de pourcentage du corps électoral. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on revote tant que le vote n'est pas favorable à ceux qui considèrent qu'ils devraient l'être. Non, c'est pas une histoire de vote favorable. Là, pour le coup, vous ne pouvez pas lui faire ce procès-là. C'est aussi une question de légitimité. À un moment, s'il n'y a pas de légitimité, si on est élu par 3 personnes... Le procès en légitimité, ça fait 3 ans que Jean-Luc Mélenchon le sert, notamment aux parlementaires que nous sommes et au président de la République, parce qu'il considérait que justement notre élection ne l'était pas. Or, tous les députés ont été élus, malheureusement, avec aussi une abstention qui était à l'époque entre 30, 40, parfois 50%. Donc la question, elle n'est pas là. La question, elle n'est pas le vote obligatoire, elle n'est pas les modalités de scrutin, elle est refaire de la politique. Assumer que les hommes et les femmes politiques incarnent une pensée, incarnent une vision, qu'on le fasse tous, et qu'à un moment, se disent que ça sert, que ça compte de voter, que ces élections départementales, régionales, comme demain évidemment présidentielles et législatives, ça a un impact sur la vie des Français, et que de ne pas aller voter, eh bien c'est ça qui malheureusement fait que nos concitoyens ont l'impression de perdre le pouvoir dans le pays. Aurore Bergé, on l'a bien compris justement, ils n'ont pas été votés et ça a touché absolument tous les partis. Philippe est avec nous. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Philippe, soyez le bienvenu ce matin sur RMC. Vous êtes habitant de l'Oise. Philippe, vous avez été voté hier ou pas? Non, j'ai pas été voté. Non. Mais j'avais le temps. Et vous aviez le temps, vous n'aviez pas d'excuses, quoi. Vous vous êtes pas dit, c'est impossible. Non, pas d'excuses. Alors Je veux pourquoi aller plus loin. Mon gamin de 19 piges ne veut même pas s'inscrire sur les listes électorales. Donc, voilà. Donc ni vous ni votre fils n'y ont été? Non. Alors pourquoi? Parce qu'on est tombé dans un système de voyous, de magouilles, et on voit tout ce qui se passe autour de nous, tous les politiques qui sont inculpés de plein de choses, des efforts très très graves, et qui sont toujours là, qui se baladent, qui font les marchés, etc., etc. Et vous pensez à qui ou à quoi en particulier, Philippe? Il y en a plein, il y en a tellement, je ne veux pas citer de nom, mais il y en a tellement. Tous les jours, on entend une histoire avec un politique. Tous les jours, une histoire avec un politique. Vous aviez voté pour qui jusqu'à présent, Philippe? Je votais en général France Insoumise. Ouais. Et donc, là, même eux, ils trouvent plus grâce à vos yeux. Non, même, parce que je fais plus confiance. Je fais confiance en personne. J'ai par exemple un gamin qui cherche un apprentissage depuis le mois de décembre. Si on connaît pas un député, si on connaît pas quelqu'un, il y a rien. Depuis décembre, il fait uniquement sa semaine d'école. Il y a rien. Alors on me dit, va voir un tel. Et je veux pas rentrer dans ce système-là. Et voilà. C'est votre fils de 19 ans, Philippe? Non, c'est celui qui a 16 ans. Mais ça veut dire que votre fils de 19 ans, lui, il a carrément plus le courage, il a même pas envie, il ne se sent pas concerné. Non, il se sent pas concerné. Pourtant, depuis petit, à la maison on parle, à table on parle. Oui, c'est pas comme si vous vous intéressiez pas à la politique, Philippe. Non, ouais, tout à fait. Non. Il a des convictions, etc. Mais il fait confiance en personne. Et comme moi, mon épouse n'a pas été votée non plus. Elle est enseignante, elle n'a pas été votée non plus. Elle est enseignante et vous, Philippe, vous êtes? Je suis conducteur de métro. Donc vous êtes au travail là à 7h49? Pardon? Vous êtes au travail là ou vous vous rendez au travail? Non, je ne suis pas au travail. Je suis en repos aujourd'hui. Et non, je suis pas au travail, ne serait-ce que dans mon entreprise aujourd'hui, par exemple avec Madame Pécresse, on pense productivité, et on pense pas aux voyageurs, on pense pas aux salariés qui vivent des moments compliqués, donc voilà. Donc pour toutes ces raisons-là, vous n'avez donc pas été voté hier. Philippe, très bonne journée à vous. Merci d'être venu témoigner au 32-16. Aurore Bergé, quand vous entendez Philippe à l'instant, quand vous entendiez Baptiste tout à l'heure, ou d'autres encore qui disent finalement, et de droite comme de gauche, qui n'y ont pas été, quand vous voyez la réaction de Marine Le Pen hier qui dit réveillez-vous, allez-y, est-ce qu'on peut quand même se poser la question à un moment de comment réussir à motiver les troupes? Mais encore une fois, il faut qu'il y ait un retour de la politique. C'est-à-dire on a besoin d'avoir de la clarté politique. Regardez ce qui se passe en PACA. On a les états-majors de la gauche, quels qu'ils soient, qui disent il faut évidemment qu'ils se retirent, il faut faire barrage. En PACA, vous n'avez pas fait preuve d'une clarté folle non plus. Si, en fait, on a fait preuve d'une clarté folle, qui était de dire, à partir du moment où tout le monde nous dit
que le risque de Thierry Mariani, il est évident, puisqu'on nous a dit ça pendant des semaines. On nous a dit, c'est sûr, la victoire lui est promise, il va gagner. Alors oui, on a pris nos responsabilités. Et on a dit ça. Vous attendez quoi que qui vous dise quoi? Attendez, on a quand même aussi peut-être un sujet de sondage depuis des semaines. On n'a jamais eu des sondages qui se sont autant trompés sur les résultats d'une élection. Jamais. Dans toutes les régions, on nous prédisait 1 à 4 victoires du RN. Un RN qui devait être en tête dans toutes les régions, sauf l'Île-de-France. Ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors, encore une fois, ok, c'est une photographie, tout ce qu'on veut. Mais ça a aussi une influence sur la manière avec laquelle les Français se déplacent ou ne se déplacent pas. Et en PACA, on a pris nos responsabilités. Et là, on le voit, la gauche nationale dit il faut se désister, la gauche locale dit peu importe, nous on se maintient. On a besoin de clarté politique. On a besoin de savoir comment, à un moment, les partis politiques se comportent. On ne peut pas avoir, par exemple, chez les LR, dans le même parti, des gens qui, de fait, sont en train de fricoter avec l'extrême droite. Quelqu'un comme Nadine Morano, qui refuse de voter pour son propre candidat en Grand Est, enfin, pour dire tout le bien qu'elle pense du Rassemblement national. Bertrand, hier, qui disait « J'ai enfin réussi à écarter les mâchoires du Rassemblement national et j'en ai fait mon ennemi ». Pour lui, c'était clair. Je voudrais vous interroger aussi sur une phrase de Gérald Darmanin, qui, là, avec sa casquette de ministre de l'Intérieur, a dit cette phrase hier. « Avec cette abstention massive, les Français nous envoient un message, il faut l'entendre. » Vous en ferez quoi? On en fera quoi? Encore une fois, moi je reste persuadée qu'on doit, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, refaire de la politique, assumer d'avoir un cadre clair, ne pas traiter avec dédain les problématiques. Mais c'est pas vous qui l'avez tué la politique avec ceux et en même temps en disant qu'il n'y avait plus de clivage, qu'il n'y avait plus de partis? Mais on n'a jamais dit qu'il n'y avait plus de clivage. On a dit qu'il y avait des clivages qui préexistaient, qui n'étaient pas forcément la seule grille de lecture qu'on devait avoir. On a dit que oui, on pouvait mettre autour de la table et faire en sorte que des gens dont tous les Français disaient mais pourquoi ils sont pas capables de travailler ensemble, de faire en sorte qu'ils travaillent ensemble. Ce qui ne veut pas dire une synthèse molle en même temps. Ce qui veut dire assumer au contraire une radicalité. Ce qui veut dire aller plus loin, par exemple, sur les questions sociales que la gauche l'a été, aller plus loin que la droite l'a été sur les questions de sécurité ou d'immigration, être plus clair, en fait, sur la proposition politique qui doit être la nôtre. Et on a besoin de cette même clarté à gauche comme à droite. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Quand je vois les alliances de la gauche, est-ce que le PS va être à la remorque d'Europe Écologie Les Verts et de la France Insoumise? Est-ce qu'ils pensent la même chose sur les questions de valeurs de la République? Est-ce que la droite, à un moment, on peut cohabiter entre Gérard Larcher d'un côté et Nadine Morano de l'autre? Cette clarté, elle doit exister partout. Aurore Berger, vous êtes députée de La République En Marche des Yvelines. Vous êtes vous-même candidate au régional, numéro 3 sur la liste dans les Yvelines. Mais là encore, pardon, la clarté, est-ce que ça n'aurait pas été que vous preniez le lead sur cette liste ou que Marlène Schiappa y aille? Encore une fois, je le disais, vous êtes dans les listes, mais aucune de vous n'y a été, franchement. Mais attendez, on a un candidat qui a été choisi, qui est Laurent Saint-Martin. J'avais même du mal, je vais vous avouer, oui, alors que je suis en train de travailler, j'avais même du mal à me souvenir de son nom de famille. Mais c'est parce qu'on envoie des personnalités qui sont nouvelles. Encore une fois, on existe depuis 2016 et vous voudriez qu'on ait la même notoriété que ceux qui sont installés et qui sont en responsabilité depuis 20 ans. Vous avez une plus grande notoriété que Laurent Saint-Martin. La notoriété, elle ne fait pas tout dans une élection. Moi, j'étais engagée et je peux vous dire que j'ai fait la campagne et donc que j'assume pleinement aussi le résultat ou le manque de résultat qui est nôtre. Et donc, je vais continuer à faire campagne cette semaine. Et vous continuerez à faire campagne. 7h53 sur RMC. RMC, Apolline Matin.